Bien le bonsoir à vous, chers téléspectateurs de For You Télévision. Et donc, à 20 heures passées d'une poussière de secondes en Afrique centrale, c'est donc le grand journal qui s'installe sur vos différents écrans. Les titres. Emmanuel Macron au Cameroun, l'histoire retiendra. Le chef de l'État français a donc décidé de briser les barrières qu'il s'était lui-même imposées dans certaines déclarations. Une visite qui ne s'oubliera pas de sitôt. Au Burkina Faso, Blaise Compaoré refait parler de lui via sa demande de pardon à la famille de Thomas Sankara. Sa fille a donc été dépêchée pour la circonstance à Ouagadougou, plus précisément au palais de Kosciam. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue sur For You Télévision. Ouvrons cette édition du Grand Journal avec effectivement une édition assez spéciale sur la visite du président français Emmanuel Macron au Cameroun. Sa toute première visite depuis effectivement le premier mandat à la tête bien sûr de l'État français. Une visite qui rentre ainsi dans le cadre d'une tournée africaine. Et donc du côté du Cameroun, plusieurs questions ont donc été posées et également plusieurs questions ont alimenté cette visite sur le triangle national. Et donc il faut le dire, il y a déjà la toute première qui porte sur l'apport de la situation justement du côté du Nozo. Donc un tête-à-tête, une question qui a été évoquée durant bien évidemment un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. C'était effectivement du côté du palais de l'unité, du côté de Yaoundé. Monsieur Nguéné revient effectivement sur cette actualité. Comme attendu, la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest a constitué l'une des préoccupations majeures de cet tête-à-tête entre le président Biya et son homologue Macron. Pour le locataire de l'Élysée, la solution à la résolution de ce conflit armé passe par la régionalisation, un point de vue vivement critiqué et balayé d'un revers de la main. Non, pas du tout. Je ne sais pas ce que ça signifie, cette affaire de régionalisation. C'est une affaire camerouno-camerounaise. Le Cameroun doit déployer toute la palette des propositions et des suggestions, des solutions, les mettre en œuvre pour essayer de résoudre cette question-là. Je pense que malgré le fait que nous n'avons pas été contents, quelqu'un comme moi, tout au début, de la manière dont les propositions ont été faites pour arriver à régler le problème, nous allons finir par le faire. J'espère qu'il y aura des voix intelligentes, des voix de sagesse pour appeler les uns des autres à la retenue, surtout nos frères qui sont encore dans les brousses et les forêts. Et pourquoi pas se muer en parti politique pour rendre leurs revendications plus audibles que de prendre ce penchant de violence par le biais d'une guerre qui n'a fait que faire trop de morts. Le Cameroun n'en a pas besoin, l'Afrique n'en a pas besoin. Une affaire camerouno-camerounaise. Oui, ça c'est dit. Le pays de Paul Biya n'a donc pas besoin d'une nouvelle ingérence, encore moins quand il s'agit de la France. Cette position de M. Macron, arrivée nuitamment, semble donc trouver tout son sens, ce dernier n'étant pas suffisamment informé sur la réalité camerounaise. Aussi, la politique de 2 poids 2 mesures appliquée par la France concernant l'aide militaire accordée à l'Ukraine, comparativement à celle accordée au continent africain, ne semble pas avoir également trouvé un écho favorable. C'est ça qui démontre, ou bien qui dénote l'importance que les pays occidentaux, les pays impérialistes, les pays capitalistes accordent à des zones qu'ils considèrent comme la périphérie, n'est-ce pas, étant le centre. Donc c'est une remarque pertinente et je félicite ce jeunesse comme je l'ai dit, mais qui doit aussi nous pousser à bien comprendre les enjeux du moment et à élaborer les types de solutions qui pourront déboucher sur des situations de reprise en main de notre propre destin. Et ça c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Si nous voulons léguer aux générations futures un pays quand même où ils ne seront pas beaucoup plus vus comme des porteurs d'eau. Difficile donc d'imaginer une coopération militaire bénéfique pour le Cameroun, surtout de faire croire qu'un redéploiement militaire de la France au Cameroun serait une réussite après les récents échecs retentissants de Barkhane et Takuba au Sahel et au Mali en particulier.
Et donc comprendre le désintérêt de la politique camerounaise vis-à-vis de la France a également été sur la table de la rédaction centrale de For You Télévision, car auparavant, partenaire privilégié donc de Yaoundé, Paris a perdu du terrain sur le plan économique au Cameroun au profit d'autres nations telles que justement la Chine et l'Inde. Une situation justement qu'elle a favorisée en brillant par une politique économique non rentable pour leurs intérêts camerounais. Les détails avec vous, Assam Zili. Emmanuel Macron a entamé lundi 25 juin un voyage de 4 jours en Afrique avec pour destination prisée le Cameroun, le Bénin et la Guinée-Bissau. Première économie d'Afrique centrale, le Cameroun constitue la première étape de ce déplacement. Selon plusieurs indices, l'influence économique française a considérablement baissé au pays de Paul Biya, qui s'est tourné ces dernières décennies vers d'autres partenaires, tels que la Chine, la Russie ou encore la Turquie. D'où la nécessité pour le président français d'user de ce déplacement pour discuter du partenariat économique entre les deux pays. Pour certains acteurs de la société civile camerounaise, le désintérêt de la diplomatie économique camerounaise vis-à-vis de la France trouve son explication sur deux éléments fondamentaux: le manque d'attractivité et de compétitivité. Comme vous le savez, le contexte géopolitique actuel est défavorable justement à la diplomatie économique française. De deux, elle n'est plus compétitive. Le Cameroun a signé des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Du point de vue des barrières douanières, ça pose un problème de rentabilité au profit, justement, au profit du Cameroun qui les a signés. L'autre point, c'est que le Cameroun a diversifié ses partenariats et dans la perspective des projets structurants, le Cameroun a besoin de financements, je veux dire des préfinancements. Vous avez par exemple la Chine ou la Turquie qui sont prêts à le faire, à nous apporter des financements nécessaires dans le cadre des projets structurels tels que la construction des barrages hydroélectriques, les infrastructures routières, les infrastructures sportives, entre autres. Par contre, la France n'a pas les moyens de préfinancer les projets du Cameroun, d'où justement l'intérêt pour le Cameroun d'aller vers ceux qui sont prêts à financer, à lui apporter justement ces cash flows-là. Le récent rachat par le groupe français Castel des activités du britannique Guinness pour une valeur de 300 milliards de francs CFA, soit 450 millions d'euros, ne reflète en rien la réalité sur le terrain. Certaines indiscrétions soutiennent d'ailleurs qu'Emmanuel Macron profitera de son séjour yaoundéen pour plaider la cause de l'équipementier français, le Coq Sportif, mis en disgrâce par Samuel Eto'o-Fils, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football. Un élément parmi tant d'autres qui démontre que d'importantes négociations vont se faire dans les coulisses de ce voyage du patron de l'Élysée en terre camerounaise. Cette visite du président Macron en terre camerounaise a également été marquée avec la tenue même ce jour d'une conférence débat entre les deux chefs d'État. Emmanuel Macron, le président donc français, a été reçu par le président Paul Biya pour un tête-à-tête. Nous le disions encore à l'entame de cette édition du 20h. Après cela, ça en est donc suivi cette conférence débat dont Ngalé et Bokeya se font plaisir de nous dresser une sorte de bilan. Au cours de la visite de Macron au Cameroun, qui vise à renouer les liens entre la France et son ancienne colonie, il s'est tenu le 26 juillet 2022 au Palais de l'Unité, une conférence débat sur plusieurs sujets. Face à la crise anglophone, la France propose une solution basée sur la régionalisation, le dialogue et la réconciliation pour désamorcer le conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Je demeure en effet convaincu, je l'ai dit au président, que la régionalisation constitue une réponse à la grave crise qui continue d'affecter le pays dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et que c'est par ce processus politique, de dialogue, de réforme, d'avancée, de conciliation, qu'une solution durable pourra être trouvée. Parlant de la colonisation, le chef de l'État français a demandé aux historiens de faire la lumière sur l'action de la France au Cameroun pendant la colonisation et après l'indépendance de ce pays, annonçant l'ouverture en totalité des archives françaises sur des moments douloureux et tragiques.
Ce que je souhaite, c'est que nous puissions avoir et lancer ensemble un travail conjoint d'historiens camerounais et français qui pourront ainsi avoir accès à la totalité de nos archives. Je prends ici l'engagement solennel d'ouvrir nos archives en totalité à ce groupe d'historiens conjoints qui nous permettront d'éclairer ce passé sur des situations individuelles, sur des épisodes que vous évoquiez, et pour qualifier très précisément les choses, c'est-à-dire l'implication de la France, le rôle aussi des autorités camerounaises de l'époque, avant, après indépendance, dans un contexte où les choses sont sans doute plus complexes et mêlées que vous ne l'avez dit. Le président Biya, de son côté, sur la question de briguer un prochain mandat, a tout simplement répondu que le Cameroun est dirigé par une constitution à laquelle il s'en tient. Vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3. Et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Une réponse qui s'achève justement avec une note assez comique. Alors, nous restons toujours dans le sillage de la visite du président Emmanuel Macron au Cameroun. Cette visite qui était également une occasion pour le président Paul Biya d'expliquer de manière claire justement à la France ses relations diplomatiques avec la Russie. Pouvons-nous donc comprendre ainsi que l'Afrique soit définitivement décidée à prendre son destin en main? Tentative de réponse avec vous, Koumabité. Les allocutions du chef de l'État Paul Biya dans la gestion diplomatique ont trouvé tout leur sens dans la relation internationale au Palais de l'Unité cet après-midi. Autrefois, considéré comme pays sous tutelle de l'ONU, le Cameroun aujourd'hui peut en être fier de ses engagements et de ses décisions face aux puissances occidentales. La prise de parole au terme d'un tête-à-tête strict entre son Excellence Paul Biya et le président Emmanuel Macron a permis de voir de manière claire le positionnement du Cameroun vis-à-vis de la Russie. À la question de savoir si le Cameroun condamne avec fermeté l'intervention russe en Ukraine, le chef de l'État... Le Cameroun entretient des relations diplomatiques avec la France, bien sûr, mais aussi avec beaucoup d'autres pays. L'Allemagne, l'Espagne, la Chine, le Brésil. Et s'agissant de la relation avec la Russie, elle est ancienne et nous avons signé avec ce pays un accord de coopération qui était venu à expiration. On l'a renouvelé et nous l'avons signé. Le voyage de mon ministre en Russie n'avait pas de rapport avec la situation de la guerre en Ukraine. Nous avons l'habitude de signer des accords de ce genre. Et en Afrique, il y a beaucoup de pays qui ont des accords avec la Russie. Donc c'était un acte dans la routine des relations diplomatiques entre nos deux pays. On a pensé que peut-être on allait apporter un concours à la Russie, je crois, qu'elle n'a pas besoin de l'apport du Cameroun. Il s'agissait simplement de renouveler l'accord préexistant. Si aujourd'hui l'offensive russe en Afrique
est une menace pour la France, Emmanuel Macron, quant à lui, voit en cela une diplomatie qui montre une double face. Mais je crois que nous serions naïfs de ne pas nommer ce qui s'est développé ces dernières années, qui est ce que j'appellerais une présence hybride de la Russie sur le continent africain, qui passe d'abord par du développement de la propagande, qui passe par des médias télévisés. Et elle a complété son offre diplomatique par l'intervention de milices Wagner. Et en particulier, ce que nous avons vu ces dernières années fleurir en République centrafricaine et au Mali, pour ne citer que 2 cas, est très préoccupant. Parce que ce ne sont pas des coopérations classiques. À ce moment-là, c'est la Russie qui décide, par le truchement de milices, de venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis, qui décident de ne pas gérer leurs problèmes de manière politique, mais de les militariser, soit à des juntes militaires qui n'ont aucune légitimité politique, pour leur dire « nous vous apportons sécurité et protection à vous, pas à votre peuple, à vous », en échange d'une influence russe et d'une captation des matières premières. Au sortir de ces échanges entre les deux présidents, il est clair que l'Afrique, qui regorge plusieurs ressources, est déterminée à prendre son destin en main et à cette allure, la proie est devenue le prédateur. In fine, l'un des rendez-vous les plus attendus donc de l'histoire des relations franco-camerounaises est donc effectif. Et donc ceci 7 années après la toute dernière visite d'un chef d'État français en terre camerounaise. On se rappelle, c'était en 2015. Il s'agissait cette fois-là de l'ancien président François Hollande. Beaucoup d'eau a donc coulé sous les ponts et pour bon nombre de médias, justement, cette visite était l'occasion ou jamais d'apporter donc lumière sur certains points. Une chose malheureusement qui n'a pas été au rendez-vous car à la demande de l'Élysée, l'injonction médiatique a tout simplement été refusée. Voici en quelques mots justement les raisons du refus de cette injonction médiatique. C'est un secret de polichinelle. Emmanuel Macron est au Cameroun depuis plusieurs heures maintenant. Il a foulé le berceau des ancêtres dans un contexte de répression aggravée et surtout 2 années et demie après avoir promis à un citoyen camerounais qu'il a interpellé à Paris au sujet de la situation des droits humains au Cameroun, qu'il mettrait donc le maximum de pression sur le président camerounais Paul Biya pour que cette situation cesse. Juste à côté de ce cas, Emmanuel Macron est conscient de cette envie qui bouillonne dans les esprits de l'opposition, de la société civile, mais encore plus des médias qui, en principe, si l'opportunité leur avait été donnée, les questions n'auront pas eu de limite. Illustration, le système électoral camerounais qui, selon une certaine opinion, ne permet pas d'avoir des élections libres et transparentes. Source alors, pour la plupart du temps, de conflits. Un élément pas du tout négligeable, le fait, pour une bonne partie de l'opposition, justement, qu'il n'est pas possible que les 2 chefs d'État n'abordent pas la question de la transition à la tête du pays. Avec le refus donc de l'injonction médiatique, comment en savoir davantage sur le sujet, au même titre que la transmission du pouvoir de père en fils de Biya et bien sûr à un autre, en l'occurrence son fils pour lequel des mouvements de soutien se font de plus en plus brillants dans la capitale politique. Une autre préoccupation évoquée par l'opposition, le fait que les Camerounais n'accepteront pas que leur soit imposé qui que ce soit à la tête de la magistrature suprême, en remettant alors au goût du jour ces interpellations à la France sur ce qu'elle qualifie de contentieux historique. Elle va donc de ce pas quêter la moindre déclaration allant dans le sens de la reconnaissance du lourd passif de la période pré- et post-indépendance. Et nous allons rester dans cette tournée du président français Emmanuel Macron qui, en principe, devrait, selon le premier programme officiel, quitter donc la terre camerounaise normalement demain, 27 juillet, pour se rendre du côté de Cotonou au Bénin, mais un programme qui a donc subi un changement de dernière minute. Et donc, suite à cette légère modification dans son agenda,
Le président français Emmanuel Macron sera finalement à Cotonou cette nuit. Et donc, à part la date d'arrivée, le reste du chronogramme n'a visiblement pas changé. Et donc, comme annoncé, le président français sera reçu dans la matinée du mercredi 27 juillet 2022 au palais de la Marina par le président de la République, M. Patrice Talon, pour un tête-à-tête, suivi alors d'une séance de travail élargie à l'issue de laquelle divers documents seront signés. Après les échanges, Emmanuel Macron va donc visiter l'exposition diptyque Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation trésors royaux et art contemporain du Bénin. Les présidents donc Emmanuel Macron et Patrice Talon seront ainsi face à la presse après la visite des œuvres d'art. Face donc aux médias, les deux chefs vont dévoiler les motifs de leur rencontre et présenter les perspectives pour l'amélioration des relations diplomatiques entre les deux pays. Nous quittons donc cette visite du président Emmanuel Macron pour aller se rendre du côté du Burkina Faso, comme donc annoncé en titre, et dire qu'après un retour à Ouagadougou, très contesté par le peuple burkinabé, l'ancien président Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire, a donc dépêché sa fille au Burkina Faso. Une délégation ivoirienne à ses côtés est donc arrivée ce mardi à Ouagadougou au palais de Kosiyama. En mission pour son père, la fille de Blaise Compaoré, accompagnée donc d'une délégation ivoirienne, a donc été reçue au palais de Kosiyama. Et donc, selon quelques informations, il a remis au président Damiba une lettre dans laquelle Blaise Compaoré demande pardon à la famille de Thomas Sankara, assassiné en octobre 1987. Blaise Compaoré a été reconnu non coupable lors du procès et condamné à perpétuité. Et donc, dans la lettre adressée au peuple burkinabé, il demande pardon aux familles des victimes de ces mandats. L'ancien dirigeant appelle aussi les Burkinabés à l'union autour de la nation. À ce sujet, justement, nous vous proposons dans ce journal un morceau choisi du message de Blaise Compaoré. Légué par nos aïeux, mérite mieux que le sort funeste que des terroristes veulent lui réserver. C'est pourquoi j'appelle tous nos compatriotes, les filles et fils du pays, de l'intérieur comme de l'extérieur, à une union sacrée, à la tolérance, à la retenue, mais surtout au pardon pour que prévale l'intérêt supérieur de notre nation. Je forme le vœu que le sang de tous nos martyrs, civils et militaires, tombés depuis le début de cette grave crise, puisse constituer le ciment de notre amour fraternel, l'attachement à la patrie et notre solidarité à tous. La gravité de l'heure nous interpelle aujourd'hui à œuvrer ensemble pour trouver des solutions afin de sauver notre nation en péril. Mes chers compatriotes, pour ma part, je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leurs familles de m'accorder leur pardon. Je souhaite que nous puissions aller de l'avant, désormais, pour reconstruire notre destin commun sur la terre de nos ancêtres. Ensemble, dans un esprit de patriotisme, donnons-nous la main pour taire définitivement nos querelles et rancœurs. Il est important aujourd'hui de travailler au recouvrement de l'intégrité territoriale, à la reconstruction et à la promotion d'un environnement favorable à l'épanouissement durable pour tous. C'est l'unique voie qui permettra ainsi de mettre fin à nos incompréhensions et conflits intercommunautaires pour lutter efficacement contre le terrorisme qui a tant saigné notre pays et ébranlé ses fondements. On aurait visiblement dit qu'il s'agissait là des paroles du dernier jour d'un condamné. Et puis nous parlons d'autre chose à présent. Il s'agit bien sûr de la République démocratique du Congo, où des manifestations justement contre la MONUSCO ont eu donc pignon sur rue à Goma. C'était donc ce 25 juillet dans la ville de Goma.
à l'est de la République démocratique du Congo. En effet, donc, des centaines de manifestants en colère ont donc saccagé et pillé des installations de la mission onusienne, accusée donc d'inefficacité dans la lutte contre les groupes armés dans cette partie du pays. Et donc, ces affrontements ont encore laissé des morts. L'on parle de 5 et de nombreux blessés. Après, donc, jusqu'ici, des sources encore non officielles qui dénoncent justement un incident très grave. Kwaka Padjip. Des scènes de violence dans les rues de Goma ce lundi. Des manifestants qui, pancarte à main, appellent au départ de la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. Présente en RDC depuis plus de 22 ans et totalisant aujourd'hui 14 000 casques bleus, la mission onusienne peine toutefois à sécuriser l'est du pays où se multiplient des violences et exactions perpétrées par des rebelles et groupes armés. Exaspérés par cette inefficacité de la MONUSCO, les populations de Goma sont sorties dans la rue manifester leur mécontentement. Des centaines de manifestants ont alors pris d'assaut 2 sites des Nations Unies à Goma. Ils ont escaladé les murs, pénétré l'intérieur et pillé du matériel ainsi que des équipements. Les manifestations de protestation ont alors dégénéré en affrontements violents. Des agents de la MONUSCO présents sur le site seront évacués à bord de 2 hélicoptères et des manifestants dispersés par des gaz lacrymogènes avant l'intervention des forces armées congolaises. Si plusieurs manifestants ont été interpellés, un bilan encore non officiel fait état de 5 morts et 50 blessés. Et d'après le chef adjoint de la mission onusienne, M. Kazim Diagne, les dégâts matériels s'élèvent à plusieurs centaines de milliers de dollars suite à ces manifestations. Des manifestations et attaques contre la MONUSCO que le gouvernement congolais n'a pas tardé à condamner, promettant que les responsables seraient poursuivis et sévèrement sanctionnés. Si ce n'est pas la toute première fois que la mission onusienne est la cible de telles manifestations, ces violences interviennent quelques jours après la déclaration du président du Sénat, Modeste Bahati, qui demandait à la MONUSCO de plier bagages. Et c'est sur ce que nous refermons cette édition du Grand Journal sur For You Télévision. Merci d'avoir été des nôtres tout au long justement de cette journée assez spéciale consacrée effectivement à la réception du président français Emmanuel Macron par le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya. Bonsoir.